Bonjour Thomas Breda. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, chercheur à l'École d'économie de Paris et vous êtes spécialisé notamment en économie du travail. Vous venez de publier le livre Les représentants du personnel aux presses de Sciences Po dans lequel vous dressez un état des lieux de la représentation des personnels en France et de leurs relations avec leurs employeurs. Alors première question, quelles sont les grandes conclusions de vos travaux? Quel est l'état des lieux que vous dressez? Alors, c'est d'abord quand même pour planter le décor, c'est un livre qui s'intéresse aux représentants du personnel. C'est à peu près 600 000 salariés dans le secteur privé en France. Donc c'est une population très large. On est en France dans un système où on a très peu de syndiqués. C'est le syndicalisme de représentativité, moins de 10%. Et du coup, une fraction assez importante de ces syndiqués sont représentants du personnel, un tiers. Et puis à cela, on peut ajouter les représentants du personnel non syndiqués. Ce qui fait qu'on a en France presque autant de représentants du personnel que de salariés syndiqués. Pour autant, on a une culture de s'intéresser aux syndicats, au syndicalisme et aux syndiqués, mais assez peu aux représentants du personnel finalement. Donc c'est une population, point de vue social, très large. Beaucoup de gens occupent ces fonctions, plus d'un demi-million de personnes, encore une fois. Et du coup, le premier objectif du livre, c'est de dresser un panorama de qui ils sont, leurs caractéristiques sociodémographiques, la proportion de femmes, de gens diplômés, le type de métier qu'ils occupent, et puis ensuite de leur activité au quotidien, combien d'heures ils passent à leur travail de représentation, qu'est-ce qu'ils font exactement, c'est quoi le travail d'un représentant du personnel. Donc, finalement, les gens ont beaucoup d'images, de clichés sur ce que va être ce travail-là. Donc le livre a aussi un peu pour but de déminer un certain nombre de clichés et de produire une vision statistique générale de ce qu'ils font. Une fois que ça c'est fait, le livre s'ouvre sur plusieurs constats sur les dysfonctionnements de la négociation en entreprise et sur un certain nombre de propositions. Alors justement, je voudrais qu'on parle de ces dysfonctionnements. On va parler de la qualité du dialogue social en France et notamment de cette fameuse loi El Khomri. Vous avez dit dans une interview que cette réforme envisagée élude largement les dysfonctionnements de la négociation en entreprise. Alors, quels sont ces dysfonctionnements ? Alors, par exemple, donc, la loi El Khomri, pour le rappeler quand même, elle a pour objectif, donc la loi initiale, après on a rajouté des choses sur les indemnités, licenciement prud'homme, le licenciement économique, etc. Mais initialement, l'objectif, c'est de inverser partiellement la hiérarchie des normes pour mettre l'entreprise, la négociation d'entreprise au centre de la régulation des relations de travail. C'est le fameux article 2. C'est le fameux article 2. Donc maintenant, on a le droit de déroger à la loi et aux accords de branche dans les entreprises à la baisse sur un certain nombre de thèmes, dont l'organisation du temps de travail. Donc ça, c'est le contexte. Donc on veut faire de l'entreprise l'échelon central de la négociation et déroger à la loi, donc à la baisse. Et alors, on va faire ça dans un contexte où les négociations d'entreprise marchent plutôt pas très bien. C'est-à-dire que, typiquement aujourd'hui, on n'a que 10% des entreprises ou des établissements d'entreprise qui pourraient signer des accords, donc pour lesquels la loi prévoit aujourd'hui déjà la signature d'accords d'entreprise, qui signent effectivement ces accords. 10%. Pourquoi 10% ? Parce que déjà, dans 2 tiers des cas, il n'y a pas de représentants du personnel, il n'y a pas de délégués syndicaux pour signer de tels accords. Ensuite, quand il y a des délégués syndicaux, une fois sur 3, ils ne négocient pas avec l'employeur alors qu'ils sont mandatés pour négocier. Et ensuite, quand il y a des négociations, elles aboutissent qu'une fois sur 3. Et donc, tout ça fait que, mis bout à bout, on est dans un système où on a assez peu souvent des accords signés, alors qu'il pourrait y en avoir plus. Donc, ma position, c'est qu'il faut d'abord réfléchir aux conditions du dialogue social, améliorer les institutions qui régissent le dialogue social en entreprise, avant même de réfléchir à mettre ou ne pas mettre l'entreprise comme échelon central de la régulation des relations de travail. Alors effectivement, ceux qui regardent Xerfi Canal régulièrement le savent, on a beaucoup parlé de rendez-vous manqués avec les PME. Alors justement, j'aimerais avoir votre avis. Comment est-ce qu'on fait pour faire redescendre le dialogue social à l'échelon des petites entreprises ? Alors, quand je dis 10% seulement des entreprises qui pourraient signer des accords, qui les signent, c'est beaucoup dans les PME qu'il n'y a personne pour négocier. Exactement. Alors, une première chose, donc moi j'ai beaucoup travaillé sur la discrimination contre les représentants du personnel et les syndicats. Une première chose, c'est que beaucoup de salariés hésitent à se lancer dans la représentation du personnel ou le syndicalisme parce que c'est souvent très stigmatisant et c'est au détriment de la carrière professionnelle. On a beaucoup de mal à trouver les moyens d'associer une carrière de représentation avec une vraie carrière professionnelle. Les délégués syndicaux sont payés en moyenne 10% de moins que leurs collègues de même niveau, même qualification, ne sont pas délégués syndicaux. Donc,
beaucoup de salariés hésitent à se lancer là-dedans. Alors dans les grandes entreprises, on finit toujours quand même par trouver des salariés qui sont prêts à aller faire le job, mais dans les petites entreprises, on a du mal. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de revaloriser la carrière des représentants du personnel, mettre fin aux discriminations éventuelles quand elles existent. On ne peut pas vouloir faire du cœur, encore une fois, de la régulation des relations de travail, l'entreprise, avec des représentants qui sont stigmatisés, sur lesquels beaucoup ont des représentations très négatives. Donc il faut revaloriser la carrière des représentants. Si on fait ça, on va avoir beaucoup plus de candidats aux élections professionnelles pour devenir représentants. Et là encore, dans les PME, dans beaucoup de cas, il y a carence de candidatures, donc pas de représentants, pas de négociations, rien du tout. Donc si on revalorise les représentants, il y aura des candidats. Ces candidats pourront potentiellement être plus représentatifs des salariés, de l'ensemble des salariés, puisque dans un contexte où beaucoup de salariés hésitent, ceux qui y vont peuvent le faire pour des raisons peut-être plus personnelles ou politiques. Et donc, on a aussi un système ensuite où les salariés ne s'y retrouvent pas toujours, on le voit dans les enquêtes. Donc le but, c'est d'avoir tout un ensemble de réformes pour revaloriser encore une fois les représentants, de telle sorte à ce qu'il y ait plus de candidatures, à ce que les salariés s'y retrouvent plus et soutiennent davantage leurs candidats. Voilà. Qu'est-ce qui aurait dû figurer dans cette loi El Khomri, selon vous? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est mettre la charrue avant les bœufs, faire la loi El Khomri. Donc c'est vouloir dire on va négocier sur plein de thèmes dans les entreprises alors qu'on n'a pas les institutions pour le faire. Donc c'est faire ce que je viens de vous dire, revaloriser la carrière des représentants pour qu'il y ait plus de candidats. Et c'est en amont réfléchir à la gouvernance de la représentation du personnel. Comme on le fait du côté employeur, hein, la recherche économique depuis très longtemps s'intéresse à faire en sorte que les dirigeants d'entreprise aient les bonnes incitations pour bien représenter les actionnaires. Dans un monde où l'actionnariat s'est diversifié, etc., on a mis en place des modes de rémunération, tout un tas de systèmes pour résoudre des problèmes d'asymétrie d'information et que, encore une fois, les dirigeants soient incités à bien représenter les intérêts des actionnaires. Il faut faire la même chose du côté des salariés. Il faut réussir à mettre davantage les salariés derrière les représentants, faire en sorte que si quelqu'un évalue le travail des représentants, ce soit les salariés et pas les employeurs. Hein. Donc, il y a une prise de conscience maintenant politique et quelques réformes dans la loi Rebsamen d'il y a un an qui ont voulu protéger davantage les représentants et donc revaloriser leur carrière, mais c'est fait par les RH des entreprises. Je ne suis pas sûr que ce soit au RH des entreprises de décider si un représentant représente bien ou pas bien les salariés qu'il est censé représenter. Donc c'est aux salariés de le faire. Donc, il y a tout un tas de réformes, je n'ai peut-être pas le temps de détailler là, mais dont l'esprit général serait de réfléchir à quelle est la bonne gouvernance, les bonnes incitations, les bons moyens de valorisation de l'activité de représentation par les salariés. C'est comme ça aussi qu'on remettra les salariés davantage dans le dialogue social et qu'on les investira davantage dans le dialogue social. Eh bien, merci beaucoup Thomas Breda pour ces explications. Les représentants du personnel, c'est au Prest de Sciences Po. Merci d'être venu nous le présenter sur Xerfi Canal. Je vous en prie.